590e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, vient de s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur et qu'il appelle le séparatisme, une loi pour répondre aux problèmes de sécurité liés aux troubles divers créés par le type de population présent sur le sol français et les croyances qui animent ces populations. Il a appelé ça séparatisme, et voilà que le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale fait un glissement sémantique et parle désormais d'étendre le champ de la laïcité, de la loi donc de 1905, plutôt que de conserver ce terme de séparatisme utilisé par le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez de ce glissement ? Je crois que l'emploi de ce terme est tout à fait incongru. Il n'y a pas pour l'instant de demande de séparatisme, d'autant que je rappelle que les problèmes qui se posent dans environ 700 espaces sont ceux d'une occupation par une population qui est souvent même de nationalité française, mais qui est politiquement étrangère et qui est souvent même hostile à la France. Cela ne pourrait déboucher en aucun cas sur aucune forme de séparatisme, parce que l'emploi de ce mot est absolument incongru. Le président s'est trompé, je pense, il devrait revenir devant les électeurs pour s'excuser de son erreur. Bon, il n'est pas question de séparatisme, mais il est question de reconquête, il est question de conquête. À la vérité, ces populations, quand elles sont hostiles à la France, essayent de conquérir des portions plus ou moins étendues d'audience et résistent en tous les cas à l'obéissance qui est due à l'État français, qui, dans la plupart des cas, n'ose même plus y faire circuler sa police, ou en tous les cas, avec des précautions exceptionnelles, il n'ose plus faire cesser les rodéos de motocyclistes qui sont absolument insupportables à la population. Bon, là, il y a un problème qui va peser lourdement sur l'avenir français à court terme. Et vous pensez que l'usage du mot laïcité à la place de séparatisme est préférable ? Parce qu'après tout, toucher à la loi de 1905, c'est Jacques Chirac, que vous n'aimez pas trop, qui disait que c'était une façon, puisque ça avait déjà été une proposition de Nicolas Sarkozy, de toucher aux colonnes du temple, en quelque sorte, de la République. Toucher à la loi de 1905 pour en étendre le champ ou en préciser l'action. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? La laïcité, qu'est-ce que ça a à voir ? Dès qu'on touche à un monument, il y a un risque, en effet, d'altération. Et compte tenu du fait des velléités affichées par le président de la République, on peut craindre qu'elles aient un débouché détestable. Enfin, on n'échappera pas à cette réalité qu'on a laissé entrer des millions d'hommes sur notre territoire sans être sûr d'être capable ou même de vouloir les assimiler ou même les intégrer. Alors le président de la République propose, en signe d'intégration justement, de favoriser l'enseignement de l'arabe dans les écoles françaises et les lycées français. Il peut y avoir une stupidité qui s'ajoute à une autre. Et en l'occurrence, vouloir apprendre l'arabe à des gens qui d'ailleurs le parlent, quand ils sont entre eux, n'est-ce pas ? Et si on veut s'en convaincre, il suffit de regarder les quartiers qui sont peuplés d'immigrés, en particulier arabes d'origine. On voit qu'ils sont tous tournés vers Alger. Comment ça s'appelle ? La double nationalité ? Les paraboles. Ah, les paraboles, oui. Les paraboles d'écoute ne sont pas tournées vers la France. Bien que maintenant, avec Internet, les paraboles petit à petit disparaissent. C'est en Algérie qu'elles sont tournées vers Paris. Oui, c'est plutôt ça. En France... C'est la fibre Internet qui passe dans les immeubles. C'est ça. Et bien évidemment, il y a un conflit latent qui cherchera à se manifester d'une manière ou d'une autre, parce que cette volonté conquérante ne va pas s'accommoder de promesses diverses. Elle voudra continuer à avancer, et elle continuera à avancer ne serait-ce que par la loi démographique. Comme ils font plus d'enfants que les natifs de souche,
si on peut encore employer ce mot chez nous, mais nous sommes dans le bloc de Jean-Marie Le Pen. Oui, ça n'étonnera personne. On peut se permettre quelques libertés encore. Alors, il paraît que, ou plus exactement, vous avez peut-être vu, la semaine dernière, dans le magazine Le Point, sur Internet en tout cas, une interview de Bruno Maigret qui a été assez largement répandue. Et lui, il pense que le problème qui se pose, il y en a plusieurs. Alors d'abord, il dit une chose de bon sens, quand on a une fuite d'eau chez soi, on commence par couper l'eau avant de s'occuper de la fuite. Allusion à l'immigration. Et il propose de suspendre pendant 10 ans, tout de suite, toutes les lois qui favorisent l'immigration, le regroupement familial, le droit du sol, la double nationalité, bref, 10 années de moratoire absolu, immigration zéro au moins pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Il est dans la ligne du lepénisme, là. Oui. Par conséquent, on ne peut que l'approuver. Même dite par Bruno Maigret, ces vérités doivent être répétées sans cesse. Car c'est bien ça la vérité. Au début du problème, il y a l'immigration massive, incontrôlée, quand elle n'est pas favorisée par certains milieux, disons, révolutionnaires, qui visent à changer les choses en France. Alors, c'est évident que nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant une telle opération. Quand je dis nous, c'est le gouvernement français, les gouvernements, les élus français doivent à un moment donné réagir le plus rapidement possible, parce qu'il est déjà très tard. Alors, une idée que reprend également Bruno Maigret, mais qui circule beaucoup, puisqu'Éric Zemmour en particulier en parle souvent, c'est la crainte du Conseil constitutionnel. Autrement dit, on ne peut pas faire ce qu'on veut ici, parce que le Conseil constitutionnel peut censurer assez facilement les propositions de loi ou les textes de loi du gouvernement, et que peut-être d'ailleurs cette histoire de séparatisme qui devient laïcité répond à une nécessité, une anticipation sur une censure éventuelle du Conseil constitutionnel. C'est possible. Je voudrais revenir sur un point important, c'est celui des mineurs. Des mineurs... isolés ou non accompagnés. Oui. Des mineurs non accompagnés. Il y a déjà une première mesure qui devrait être prise, parce qu'elle constitue tout à fait évidemment l'attrait de l'entrée en France, c'est la prise en charge des jeunes, enfin des mineurs, par les services sociaux, leur entretien. Et il est évident qu'en étant assuré de pouvoir toucher une pension en France, il suffit de mettre son jeune homme ou sa jeune fille dans un bateau de trafiquants, et ça, son avenir est assuré. Il sera à partir de là naturalisé, il pourra faire jouer le regroupement familial et faire ce que je sais encore bien autre chose. C'est suicidaire. Et qu'il ait fallu tant de mois pour qu'un certain nombre de gens s'en rendent compte et osent le dénoncer comme nous le fîmes en notre temps, il y a 30, 40, 50 ans, que comme un leitmotiv, je répète que c'est l'immigration qui est au départ de tous les problèmes que va connaître la France. Maigret encore, excusez-moi, il dit « on a tort de parler d'islamisme radical parce que le vrai problème en France, c'est l'islam tout court, et pas l'islamisme ou l'islamisme radical. » Vous iriez jusque-là ? Oui, je pense qu'au fond, il a raison. Il pose le problème dans des termes qui sont clairs, et il s'agit bien d'un conflit culturel et politique fondamental, et c'est sûr que c'est toutes les mesures qui sont prises en faveur de l'islam, de sa pratique, de la construction des mosquées, du paiement des imams sur les fonds publics, lesquels viennent d'ailleurs de l'étranger et professent, je le rappelle, dans la langue de l'islam, quelle que soit la race, c'est l'arabe. Que ce soit des Chinois, eh bien, ils prient le Coran, ils lisent le Coran en arabe. Et donc, donner des cours d'arabe en France, c'est verser de l'eau dans la mer. Alors, un conflit culturel peut-être, mais d'une toute autre nature, qui n'a plus rien à voir avec l'immigration.
la décision des Marseillais de créer leur propre conseil scientifique de manière à faire leurs propres évaluations sur la situation du Covid dans leur propre ville, comme une mesure de défiance à l'égard des chiffres officiels nationaux qui viennent de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je crois que c'est une déclinaison des décisions gouvernementales de décentralisation qui ont confié, en quelque sorte, au couple maire-préfet le soin et la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposaient dans chaque territoire, avec ses particularismes. Alors on ne peut pas être à la fois pour ça et contre ça. Bon, donc, moi je trouve ça abominable et je ne vois pas en quoi ça pourrait contredire l'équilibre des pouvoirs dans notre pays. Alors nous sommes dans la région qui vous a si longtemps élu, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La tempête y a sévi et avec des situations totalement dramatiques. Le président de la République est sur place. Vous avez un commentaire à faire parce que vraiment ces images sont terribles avec des populations qui sont dans un désarroi complet et en particulier près de cette frontière italienne avec une histoire tout à fait spécifique à cet endroit-là précis de la vallée qui a été durement frappée. J'ai été étonné de voir que personne ne rappelait la situation particulière de Tende et la Brigue, qui étaient des territoires italiens et qui ont été, par le traité de Paris, le 10 septembre 1947, s'il ne me trompe pas, ont été passés à la France, ce qui n'a pas été sans résistance de la part des Italiens, de résistance pacifique, certes, mais résistance politique constante. Or, Tende et la Brigue n'est pas actuellement citée. Non, c'est Tende surtout qui a été durement frappé. Mais en effet, comme le fleuve va vers l'Italie, puisque c'est là qu'on a trouvé un cadavre, c'est en Italie, eh bien, ça ressuscite en quelque sorte un débat qui a été clôturé depuis longtemps par les votes des référendums qui ont, d'une manière écrasante, se sont prononcés en faveur de la France. On ne va pas revenir sur ce sujet, sinon quand même tirer le chapeau à ces patriotes italiens qui ne renoncent jamais. Oui, et d'ailleurs l'Italie va jouer un rôle dans le travail de reconstruction, en tout cas à court terme d'accès sur les lieux de la catastrophe, puisqu'il faut passer par l'Italie apparemment, alors que le côté français est très lourdement... On peut sur la coopération d'un pays allié, pour ne pas dire un pays frère. Je crois qu'il n'y aura pas de difficulté de ce côté-là, qu'il n'y aura pas de revendications brigoises ou tendineuses. Ou tendinites. Ou tendinistes de la part des Italiens. Alors, une actualité beaucoup plus sombre en revanche qui a stimulé chez vous le goût de tweeter sur ce sujet en particulier. Aujourd'hui, il y a l'hommage à cette jeune femme, Victorine, qui a été assassinée dans des conditions encore inconnues. On ne sait pas exactement quelles sont les circonstances, mais il est évident que c'est un assassinat ou un meurtre. On verra à la suite de l'enquête. Vous avez à nouveau affirmé votre position en faveur de la peine de mort et en ajoutant par décapitation, c'est-à-dire la guillotine, le retour de la guillotine. Parce qu'il faut être clair, n'est-ce pas ? Il ne faut pas rester dans le vague dans cette affaire. Je pense que la peine de mort est le sommet de l'échelle des peines du droit pénal français. En la supprimant, on a réduit considérablement l'effet dissuasif de la peine, y compris d'abord pour le criminel lui-même, parce qu'on dit ça n'empêche pas la récidive. Si, celle du criminel, en tout cas, celui-là ne récidivera pas. C'est la dissuasion qui est mise, c'est plutôt ça ne dissuade pas, qui est mise en avant par les études. Peut-être, mais ça dissuade dans tous les cas le criminel lui-même. Et je pense qu'il faut des images fortes pour établir des vérités juridiques incontestables. Et en l'occurrence, le rétablissement de la peine de mort que j'ai toujours réclamé, d'ailleurs, ce n'est pas une innovation de ma part, c'est simplement, c'est rendu plus actuel, plus nécessaire par l'effondrement de l'ensemble des structures mentales, morales, psychiques de la nation. Vous êtes toujours favorable à la capacité pour le président de la République de disposer du droit de grâce ? Bien sûr, ça... Bien sûr, oui, le droit de grâce. On peut imaginer que quand tout a raté parce qu'une enquête s'est mal déroulée, etc., qu'il peut y avoir
une possibilité d'erreur judiciaire, il reste quand même cette possibilité, Oui, le droit de grâce du président de la République. Restons fidèles à nos traditions, mais n'essayons pas de les moderniser dans le sens d'une ouverture prétendument démocratique qui débouche en fait sur l'anarchie. Alors, quelques mots sur vos choix de livres. Alors, c'est un choix de livre. Ce livre de Jean Raspail. Je l'ai fini cette nuit. Je l'ai lu, c'est l'île bleue. Une île bleue qui est une île mythique d'ailleurs, établie dans l'imagination d'un petit groupe de jeunes adolescents, puisqu'ils ont 14 ans. L'aîné a 14 ans, avec 4 garçons et 2 filles. Et ils vont s'imaginer un territoire qu'ils vont considérer comme une île et qu'ils vont essayer d'ailleurs de défendre à l'initiative de leur chef, de défendre contre les invasions diverses et en tout à fait particulier, puisque ça se passe en juin 40, l'invasion allemande. Et c'est là où le livre, qui est merveilleusement écrit, il faut reconnaître une chose, c'est que Jean Raspail, qui a souhaité toute sa vie être à l'Académie française et ne l'a pas été probablement par un ostracisme politique, écrit d'une manière telle qu'il mériterait très largement d'être académicien. Il est mort il y a quelques semaines et c'est une manière de penser pour en particulier Le Camp des Saints, qui a été un livre en quelque sorte prémonitoire. Il m'avait confié d'ailleurs un jour que pendant son écriture, quelquefois il avait le sentiment que ça n'était plus lui qui écrivait, en quelque sorte, recevant une espèce d'inspiration. Et malgré sa forme géopolitiquement discutable, l'invasion migratoire qui envahit la France et qu'il prédit, c'est quand même une vue singulièrement lucide de ce qui allait arriver dans les années suivantes. Et le livre se termine tragiquement puisque le jeune chef de cette petite bande va se trouver face à un officier allemand qui a 20 ans. Lui, il a 14 ans. Et il va faire un arrêter les panzers comme dans un jeu. Sauf qu'à un moment donné, il va tirer et blesser sérieusement le lieutenant von Pickendorf, je crois. Et celui-ci riposte et le tue. Et ce jeune mort pour les illusions, mort pour la défense de l'île bleue, est quelque chose d'assez symbolique de notre présent. Voilà. Alors l'île bleue, c'est chez Robert Laffont, Jean Raspail. De Raspail, qui a écrit, je pense, 60-80 livres, Oui, qui a une œuvre tout à fait remarquable, qui aurait dû faire de lui depuis longtemps un académicien, si la politicaillerie n'y avait mis des bâtons dans les roues. Alors, quelques arrivages récents. Un livre qui vous a été offert la semaine dernière d'un ancien membre du Front National, Jean-Paul Tisserand, qui avait contribué au travail de préparation de la campagne présidentielle de 2017 sur le plan économique, et qui fait un livre qu'il vous a offert, Front National, un économiste militant, dans la tourmente. Écoutez, vous ne l'avez pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, parce que le malheur de la lecture, c'est qu'il faut du temps. Et puis il faut aussi une certaine acuité visuelle qui malheureusement, progressivement me manque et me rend la lecture difficile, ce qui fait que bien souvent maintenant, je choisis mes auteurs non pas pour leur talent, mais pour la typographie de leurs œuvres. Alors là, vous n'aurez pas de problème. Il faut que ce soit écrit gros. Celui-là est très bien. Dans des collections que dirige Alain Soral,
Robert Brasillac, le procès de Jeanne d'Arc, ça vous le connaissez par cœur, Bien sûr, évidemment, ça. depuis le temps. Et puis, Métaphysique du sexe, Julius Evola. Alors Evola, évidemment, c'est un peu connoté. On ne peut pas dire que ce soit de la littérature d'extrême gauche, mais il est écrit en tout petit. Encore du travail. En tout cas, ça vient d'Alain Soral, qu'il convient de saluer, puisqu'il cumule Ça, et autant le de condamnations qu'il le peut. Et le remercier très chaleureusement, car je crois qu'il a été condamné. Il fait partie de ces intellectuels français qui, eux, ne bénéficient pas de l'indulgence de la communauté quant à leur liberté d'expression. La liberté d'expression est réservée à la gauche et à l'extrême gauche, et si on se situe ou qu'on vous situe à droite, là vous n'avez droit qu'au respect strict des dispositions légales. Fin de ce journal de bord. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir. À la semaine prochaine.